Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Actrices à Hollywood. Je m'appelle Fanny Pierre et je suis actrice à Los Angeles. Et bonjour, je m'appelle Nicolas Rose et je suis réalisatrice, directrice de casting à New York. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va vous parler de ce qu'est le cinéma à New York. Si toi aussi tu prends tes rêves au sérieux, viens sur www.actriceahollywood.com où j'organise des stages, des cours en ligne et des coachings artistiques pour les acteurs. Bonjour Nicolas. Bonjour Fanny. Merci mille fois d'être avec nous aujourd'hui sur la chaîne d'Actrices à Hollywood. Merci beaucoup à toi, ça fait plaisir. Ben oui, moi aussi, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui parce que tu vas nous parler du cinéma, des acteurs, de la réalisation et des castings à New York. Alors moi, j'habite pas du tout à New York, donc je suis ravie de t'avoir pour partager tout ça. Moi aussi, moi je suis jamais allée à Los Angeles, donc ça va être super. Ok, super. Du coup, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots, nous dire un petit peu comment tu es devenue directrice de casting et réalisatrice à New York? D'accord, tout à fait. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je m'appelle Nicolas Rose, je suis réalisatrice et je suis devenue directrice de casting un peu par hasard il y a 5 ou 6 ans déjà. Comme j'ai beaucoup d'amis qui font des films, qui sont réalisateurs, ils cherchent toujours des acteurs pour leurs films. Et comme je connais pas mal d'acteurs, j'étais actrice à un certain moment de ma vie, ils me posaient toujours la question, est-ce que tu connais des acteurs qui sont d'un certain type, etc. Et je dis toujours oui, en fait. Je dis toujours oui, je connais quelqu'un qui peut jouer le rôle, disons, d'une grand-maman ou d'une française ou quoi que ce soit. Et j'ai appris, après un certain moment, je me suis dit, dis donc, je devrais devenir une vraie directrice de casting, en fait. Et donc, tu es américaine, mais tu parles parfaitement français. Merci beaucoup. Mais oui, non, mais c'est vrai. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton parcours que tout d'un coup, comme ça, tu parles parfaitement français? Ça, c'est quelque chose qui me fait très plaisir, en fait. C'est quelque chose qui m'est précieux. Il y a 10 ans déjà, ou presque 11 ans, je suis allée à Paris pour la première fois. J'ai passé un semestre d'université et je me suis inscrite dans une université américaine et j'ai fait un semestre à Paris. Et c'était les 6 meilleurs mois de ma vie, en fait, à l'époque et même maintenant. J'étais avec une très bonne famille d'accueil. J'ai fait une certaine partie de mes études universitaires à Paris, mes études, un peu de littérature, un peu de théâtre, etc., comme j'étais actrice à ce moment-là. Et puis après, je suis revenue en France parce que je l'ai adoré et je l'adore toujours. Et après, j'ai fait mon master à Paris aussi, à Paris 3, master en nouvelles. J'ai fait mon master en histoire de théâtre, c'est ça, études théâtrales. Et puis, du coup, tu es revenue à New York et tu as commencé à vraiment travailler dans l'industrie du film à New York. Alors, comment ça se passe? Je dirais qu'environ 2015-2016, j'ai commencé à faire des films en tant qu'actrice. Et en regardant autour de moi, je me suis dit, je pourrais faire ça, en fait, je pourrais créer ça. Donc, j'ai décidé de faire une web série d'abord. Et ça, c'était mon premier projet de film que j'ai fait en 2015-2016. Et Mhm. c'était une web série très drôle et très, très amateur, en fait, sur l'histoire d'une fille qui a une marionnette méchante qui pousse sur sa main et qui nuit à sa vie d'une certaine manière. Et ça, qui s'appelait Cali et Easy. Et ça, c'était mon premier projet de film que j'ai créé moi-même. Et après tout ça, j'étais toujours j'étais toujours une nouvelle venue au monde du film, ça c'est sûr. Et j'ai décidé de faire mon premier court-métrage, qui était justement un court-métrage bilingue, français-anglais. Et ça, j'ai tourné j'en ai tourné une certaine partie à Paris et le reste à New York. Et c'est toujours en ligne. Et ça Comment il s'appelle s'appelle, ce court-métrage? Creative Block en anglais et puis Bloc et blocage en français. Ça a Mhm. 2 titres. Ok. Donc ça, c'était mon premier projet de film. Et après, je pense que maintenant, ce sera mon 5e film, si je me souviens bien. Il s'agit d'un long métrage cette fois-ci, donc ce sera vraiment un nouveau truc pour moi.
Génial, C'est l'étape. félicitations parce qu'un long métrage, c'est next step, quoi. Ouais, c'est vraiment next level, c'est ça. C'est ça. Et du coup, je sais qu'à New York, il y a Broadway et il y a beaucoup, comme tu l'expliques, de l'industrie qui se fait pour les acteurs et pour du coup, les metteurs en scène qui se fait sur scène. Mais du coup, comment se passe l'industrie du cinéma à New York? Parce que c'est un peu plus petit quand même que Los Angeles. Ça, c'est sûr. J'ai l'impression que c'est un peu l'inverse de Los Angeles, c'est-à-dire qu'à New York, on, on pense à New York comme étant la ville de théâtre et du Broadway, comme tu l'as dit, etc. Et puis j'ai l'impression moi-même que l'industrie du cinéma, c'est assez petit. Ça existe quand même, c'est vivant, mais c'est assez petit. C'est surtout des films, disons, indie, des films indépendants. Mais il y a aussi pas mal par exemple, des séries qui se tournent à New York, comme Law and Order. Ça, c'est la série classique qui se tourne à New York parce que on dit à New York que tous les New Yorkers ont été sur Law and Order, ont joué sur un épisode au moins de Law and Order. Donc, il y a certaines séries, mais il y a surtout beaucoup de films indépendants, de courts-métrages. Il y a NYU, donc il y a beaucoup de films étudiants qui se tournent à New York aussi. C'est super. Et du coup, toi, tu es une femme et tu travailles dans l'industrie du cinéma à New York. Comment est-ce que c'est d'être une femme et de travailler dans l'industrie du cinéma? Bah, pour moi, en étant réalisatrice, directrice de casting, je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui sont directrices de casting, en fait. Ça, c'est pas anormal. Donc, il y a pas mal de femmes qui font ce travail. Et pour les réalisateurs, je crois pas que ce soit moitié-moitié, pas encore, mais il y a toujours plus de femmes qui entrent dans ce domaine. Pour les acteurs, c'est vrai que en tant que directrice de casting, c'est vrai que je reçois au moins disons 4 fois plus de femmes que d'hommes quand je poste en ligne un casting. Donc, si je poste 2 rôles, disons, pour une femme qui a la vingtaine, disons, et puis un homme qui a le même âge, ce sera 4 fois plus de femmes, toujours. Alors qu'il y a plus de rôles pour des hommes que de Ah rôles. bah toujours, mais toujours. C'est Ouais, ça c'est qui est fou. totalement l'inverse. Ouais. Il y a plus de femmes qui veulent devenir actrices qu'il y a d'hommes qui veulent devenir acteurs, mais il y a plus de rôles pour les hommes encore aujourd'hui que de rôles pour les femmes. Oui, exactement. Et je sais pas toutes les raisons, mais je crois que ça a un lien avec l'enfance peut-être. Il y a plus de filles qui font des cours de théâtre, des summer camps, etc. Comme moi, j'ai fait Mhm. chaque été, j'ai fait un summer camp de théâtre, de acting. Donc, Mhm. je crois et il y avait toujours plus de filles, là aussi. Et comme le thème de cette vidéo, c'est les films francophones à New York, Hmm. est-ce que toi, dans ton expérience, tu vois beaucoup de films avec soit qui sont en français complètement ou alors avec des rôles en français à New York, qui se tournent à New York? Qui se tournent à New York, il y en a pas mal en fait, et je pense que Mhm. ça c'est dû au fait qu'il y a pas mal de Français et de francophones qui habitent à New York et qui veulent être soit acteurs, soit réalisateurs. Et puis vous avez les Canadiens, les Africains, etc., qui parlent français et qui apportent avec eux la francophonie à New York. Donc, c'est peut-être pas une grande partie de l'industrie, mais il y a quand même pas mal de projets, surtout dans le domaine des indies et tout ça, qui sont en français. Parce que je connais moi-même pas mal j'ai des amis français qui sont surtout acteurs à New York et qui sont toujours, il me semble, dans des productions francophones. Et du coup, quand par exemple, toi, ça t'est arrivé de chercher des acteurs francophones à New York, comment est-ce que tu trouves tes acteurs? Via des sites internet, via du bouche à oreille parce que tu connais d'autres acteurs, ou via les réseaux sociaux? Comment est-ce que ça se passe? C'est vrai que moi j'ai de la chance parce que je connais pas mal d'acteurs français et puis à travers ce réseau-là, il y a beaucoup de bouche à l'oreille. Donc surtout pour moi, c'est la bouche à l'oreille. Mais c'est vrai que si je cherche quelqu'un de très précis, quelqu'un de super spécifique, comme par exemple quelqu'un d'âgé ou un Mhm. enfant par contre. Sur des sites comme Backstage, comme Actors Access et tout ça, donc les mêmes sites qu'on utilise à LA, je suis sûre. Mhm.
Et puis, il y a aussi de petits réseaux, par exemple, de théâtre francophone. Mes abonnés ils connaissent un tout petit peu le système de les acteurs qui sont union aux États-Unis, les acteurs qui sont non-union aux États-Unis. J'ai fait une vidéo sur justement comment devenir SAG, qui est l'union des acteurs Bonne question, oui. de films et tout ça aux États-Unis. Maintenant, une autre question que parfois les gens se posent, c'est est-ce que quand tu choisis des acteurs pour tes films, est-ce que tu veux qu'ils aient un agent? Bah, à mon avis, ça dépend totalement des détails de ton parcours, de ta carrière. Par exemple, si tu veux être dans des séries, des grandes séries, etc. Donc, il faut avoir un agent pour ça parce que sinon, les rôles ne sont pas disponibles aux acteurs non représentés. Et ça, c'est juste ça. C'est un fait, c'est comme ça. Mais s'il s'agit d'un film indie, comme les films que moi je fais, donc, dans ce cas-là, ça ne me fait aucune différence, en fait. Mais ça, c'est personnel, en fait. Il y a d'autres réalisateurs, je suis sûre, qui ont de différentes... euh, qui sont d'avis différents. Mhm. Et du coup, quand tu fais passer des castings, quels sont des critères importants que tu cherches chez un acteur? On me pose souvent la question du physique, Ah ici oui, ça plus c'est sûr. spécifiquement peut-être de l'accent. Est-ce que tu peux parler des critères que toi tu apprécies chez un acteur ou qui sont importants ou à quel point ça joue dans le casting? Alors, du coup, pour cette question-là, il faut que je parle d'une manière très générale, Oui. parce que pour chaque rôle, c'est complètement différent, bien sûr. Mais pour moi, surtout, c'est la flexibilité que je cherche. C'est-à-dire que parfois, j'ai une première audition, une self-tape de la part d'un acteur qui est très doué, mais si je lui demande un callback, euh, j'apprends une semaine plus tard que ne, euh, cet acteur peut faire une seule chose. Et ça, c'est tout. C'est-à-dire que il n'a pas de flexibilité, il peut pas prendre des directions, il peut pas changer un peu son interprétation, etc. Donc, la flexibilité, c'est la chose que je cherche. Surtout, c'est la chose primaire pour moi. Et puis après tout ça, c'est peut-être juste l'imagination, la créativité, ces choses qui sont un peu générales, mais qui sont Mhm. quand même très importantes pour quelqu'un qui crée un personnage, quoi. Et par exemple, au niveau du physique, parce que Mm. c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de personnes qui ont un peu... Je pense que quand on n'est pas vraiment dans le milieu, c'est un peu difficile de comprendre à quel point le physique peut influencer le choix d'un directeur de casting, Ouais, c'est etc. vrai. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Oui, et c'est que quand quelqu'un ne te choisit pas pour une raison de physique, ce n'est absolument pas de ta faute. Ça, par exemple, la plupart du temps, à mon avis, ça a quelque chose à voir avec, par exemple, la diversité. Je ne parle pas de race, je ne parle pas de tout ça, surtout d'une question de visage. On veut, par exemple, deux visages différents l'un de l'autre. Ou par exemple, on veut quelqu'un qui est très grand et puis à côté quelqu'un qui qui n'est pas très petit, quoi. Ouais. Donc, il y a des considérations complètement bêtes comme ça et qui sont quand même très importantes dans le casting. Oui, parce que quand on fait un casting, on aime bien avoir des personnages très différents les uns des autres. Et si tout le monde se ressemble à la même énergie, etc., du coup, le film perd un peu en couleur, oui, En énergie, en voilà. couleur, en spécificité, surtout. Je trouve que c'est surtout, oui, tu as bien raison, je trouve que c'est surtout une question d'énergie. Est-ce que quand on a un accent francophone, est-ce qu'on peut travailler spécifiquement pour des rôles qui sont pour des acteurs francophones où le personnage vient de France ou d'un autre pays où on parle français, ou est-ce que c'est aussi possible quand on est un acteur qui a un accent d'avoir des rôles qui ne sont pas forcément le français, la française, voilà. Moi, je pense que c'est surtout une question du réalisateur ou du directeur des castings. Dans ce cas-là, il faut que le directeur des castings soit créatif, en fait. Il faut Mhm. que lui, il puisse voir cet acteur francophone dans le rôle de quelqu'un qui n'est pas forcément francophone ou qui n'est pas forcément français, etc.
Donc, il faut vraiment que cette personne qui fait le choix soit flexible dans ses idées. Et du coup, pour les acteurs qui regardent la chaîne et qui ne savent pas très bien comment se passe un casting, comment est-ce que ça se passe un casting? Disons que tu mets en ligne un post et puis tu auras des retours après. Et s'il s'agit d'une jeune femme, par exemple, tu auras des centaines et des centaines de retours. Ça, c'est toujours comme ça. Ça se passe toujours. Tu seras inondé si ça se dit comme ça. Il y Ça aura veut une dire certaine. quoi en termes de chiffres? Est-ce que tu as une idée, par exemple, pour un rôle que tu as casté récemment, de chiffres? Ouais, et ce sera peut-être un peu déprimant, mais bon, si je dis la vérité, j'ai choisi une fille de 14 15 ans il y a 2 ans pour un rôle qui n'avait pas beaucoup de spécificité, ça c'est sûr. Il fallait juste que ce soit quelqu'un de pas très mince, de pas très petit, quelqu'un de très average. Mm. Et bon, pour ça, j'ai eu un retour de euh, presque 700 répliques en fait. Donc, D'accord. ça, c'était vraiment. Et ça, c'était pour un tout petit indie avec Impressionnant. euh, pas beaucoup de remboursement, etc. Au niveau de la rémunération, c'était pas super. Donc, Ouais. Quand voilà. tu as des plus grosses séries, des plus gros rôles, là, il y a encore plus, quoi. C'est ça. Normalement, ça dépend du rôle parce que s'il s'agit de quelque chose de très spécifique, peut-être que non, mais après ça, c'est à moi de choisir les 20 ou même les 50 personnes qui ont le profil peut-être qui correspond mieux au rôle. Et c'est impossible à savoir en fait, mais on fait de son mieux. Hein. Ça, c'est sur base uniquement de leurs photos ou bien c'est sur base aussi de la... Non, bon, j'espère que non en tout cas. Ça peut arriver, ça dépend des détails. Par exemple, s'il s'agit d'un enfant qui n'a pas fait beaucoup de cinéma, oui, parfois, mais le plus important, l'essentiel, c'est d'avoir une bande démo. Même s'il s'agit juste d'une self-tape que tu as faite pour un dernier casting, un truc comme ça, quand même, c'est super important parce que si tu n'as pas de bande démo, je peux pas te choisir en fait. Mhm. Parce que c'est impossible de savoir qui tu es. Même une petite introduction filmée sur ton iPhone, etc. Bonjour, je suis Mhm. patati et patata. Ça, c'est très important. J'en profite pour rappeler à tout le monde que quand on vous caste, quand on vous dit oui, tu as été choisi pour le film alors qu'on n'a pas vu votre bande démo et qu'on ne vous a pas fait passer un casting, c'est probablement une arnaque. D'accord? Parce que j'ai beaucoup de gens qui me demandent, Fanny, est-ce que c'est une arnaque? On ne choisit quasi jamais un acteur pour Dans la un vrai plupart rôle des cas. de film sans l'avoir vu jouer. Ça n'existe pas. D'accord? Donc voilà, petit rappel. Avant, tu aurais appelé sans doute les gens à venir en casting face à toi, etc. Exactement. Dans un studio. Voilà. Et maintenant, est-ce que tu fais passer uniquement des self-tapes? Est-ce que tu fais des castings via vidéoconférence comme on est en train de faire maintenant? Euh, Exactement. C'est justement comme ça. d'accord. Exactement comme ce qu'on est en train de faire là. Et donc, comment ça se passe? Tu envoies à l'avance aux gens une scène à préparer? Est-ce que tu fais de l'improvisation? Comment ça se passe vraiment le casting? Normalement, je ne demande pas de l'improvisation parce que je pense que c'est assez injuste dans une situation virtuelle comme ça et même en face à face, ça ne marche pas toujours bien. Donc, j'aime bien je préfère en fait qu'il prépare des choses, qu'il prépare des sides, des scènes. Donc, normalement, il y a deux callbacks, c'est-à-dire le premier et puis s'il y a un deuxième, c'est pour un chemistry read, c'est-à-dire qu'on met par exemple le premier rôle avec le deuxième rôle juste pour voir alors comment ça va se passer entre vous deux. Donc, s'il y a l'alchimie, ça c'est top. Ça, on peut jamais savoir. Et entre le moment où les gens postulent et le moment où ils ont le casting, en Mm. général, il y a combien de temps? Peut y avoir un mois, tout au Mhm. plus. Je préfère que ce soit plutôt 2 3 semaines, mais ça ne marche pas toujours parce qu'il y a d'autres exigences de mon côté et tout ça, et peut-être du côté des acteurs parfois. Combien de temps il se passe entre le moment où un acteur reçoit les scènes à préparer et le moment où il y a le casting? Je préfère leur donner au moins une semaine parce que je trouve qu'ils peuvent
peuvent mieux préparer la scène comme ça, ils peuvent mieux peaufiner ce qu'ils vont faire, etc. Mais parfois, j'ai pas l'option. Il y a 2 jours, un truc comme ça. Donc, dans ce cas-là, bon, je m'attends pas à la même chose, ça c'est sûr. Tu as dit tout à l'heure que tu recevais parfois 600 candidatures pour un rôle. Donc, j'imagine que tu n'as pas le temps, quand tu ne sélectionnes pas les gens, tu n'as pas le temps de leur envoyer un message en disant merci pour ta candidature, mais tu n'es pas invité au casting, etc. Oui, c'est vrai que dans cette première étape, quand il s'agit de 600, de 700 personnes comme ça, j'ai pas l'option de leur envoyer tous un message. Mais après, avec le deuxième callback, etc., c'est vrai que j'envoie un message à tout le monde. Et ils me répondent toujours en disant « Ah, bah, personne fait ça, en fait. » Et ça, c'est triste pour moi parce que c'est pas grand-chose, quoi. Oui, c'est très rare qu'on soit contacté si on n'a pas eu le rôle, en fait. Et c'est vrai que j'ai pas toujours le temps, j'ai pas toujours l'option de le faire, mais j'essaie à chaque fois d'écrire même un message personnel en disant je veux garder, j'essaie toujours de dire je veux garder tes infos pour un prochain casting. Parce Mhm. que c'est vrai que je jette rien en fait. Je ne jette rien du tout. Je pense que c'est important pour les directeurs de casting, ne rien jeter. Oui, 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 d'accord. Mais ça, c'est Garder important toutes aussi les à infos. savoir pour les acteurs, parce que les acteurs, j'ai beaucoup d'acteurs qui me disent oui, le directeur de casting m'a dit il me gardait pour l'avenir. Est-ce que c'est vrai? Et Ah c'est bah oui, toujours, il faut, hein. Parce que sinon, c'est plus de travail pour nous, hein. il faut chercher plusieurs fois. C'est vrai que si tu as besoin d'un même rôle dans peut-être 3 mois ou 4 mois, tu peux retourner et demander à des acteurs de revenir. Est-ce que parfois tu as des acteurs que tu appelles qui n'habitent pas à New York pour quelque chose qui se tournerait à New York? Donc, Ça peut arriver, par exemple, quand il s'agit d'un acteur ou plutôt d'un rôle très précis, très spécifique. Par exemple, si j'ai besoin de quelqu'un qui, oh, je ne sais pas, d'un francophone, par exemple, qui habite à Los Angeles ou qui habite à Paris et qui a le droit de travailler aux États-Unis, oui, du coup, c'est vrai que je vais lui appeler, ça c'est sûr. c'est important ce que tu dis qu'il a le droit de travailler aux États-Unis. Ça, c'est... J'aime Ouais. bien de le rappeler parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas trop que quand on n'est pas américain ou que quand on n'a pas de permis de travail, on ne peut Ouais, pas c'est le permis de travail travailler. surtout parce Voilà. que normalement, il s'agit des Français, mais qui ont le permis de travail. Oui, donc pour pouvoir travailler aux États-Unis, quand on n'est pas américain, il faut avoir des permis de travail. Et donc, même si on est un acteur très très bon et que on est, enfin, voilà, et qu'on est parfait pour le rôle, on ne pourra pas venir légalement travailler sur le sol américain. Donc, on ne peut pas être engagé dans une production aux États-Unis. Qu'est-ce que tu dirais que sont les différences pour toi entre le cinéma français et le cinéma américain? Pour moi, la différence principale, en fait, c'est le concept de genre. Et je sais que ça existe en France, en Europe quand même, mais je trouve qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui est considéré comme étant hyper important. Le concept de genre, c'est-à-dire des thrillers, des films d'action, des films, je ne sais pas, policiers, rom-com, etc. Alors qu'en France, je pense que c'est beaucoup plus courant c'est beaucoup plus courant de voir des films qui sont un peu de genre mélangé, c'est-à-dire des comédies qui sont romantiques, mais qui ne sont pas des comédies romantiques, ou par exemple un film policier qui est aussi, je ne Oui. sais pas, une comédie, etc. Ça, c'est quelque chose qui existe partout, bien sûr, mais c'est quelque chose qui est plus permis en France, quoi. Ici, il y a plus des cases et un film rentre dans une case et ne va pas dans un autre, alors qu'en France, c'est plus hybride. Il y a peut-être des C'est films vrai. qui ont plusieurs genres mêlés en un, quoi. Ok, super. Ici, il y a des hybrides, mais ça, c'est surtout dans le domaine des indies, encore, des films qui ne reçoivent pas d'argent, donc D'accord. c'est pas rentable, les hybrides. Et ça, c'est pas très rentable aux États-Unis. D'accord. Est-ce que tu vois une différence dans le jeu des acteurs qui ont été peut-être formés en France, ou les acteurs français, et les acteurs formés aux États-Unis, les acteurs américains? C'est peut-être le système d'éducation théâtrale ou d'éducation des acteurs aux États-Unis, mais je trouve qu'ils se regardent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont plus, ils ont plus de soucis sur leur jeu, leur voix. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Est-ce que mon visage fait la bonne chose? Est-ce que je regarde dans la meilleure direction, etc. Alors que les Français semblent, en gros, pour moi, être plus dans le personnage, dans le jeu,
dans le truc qui compte. Et ça, c'est vraiment une grosse généralisation parce que je ne veux pas censurer les acteurs américains. Je les adore. Est-ce que tu aurais un conseil à donner éventuellement aux acteurs qui sont français, qui habitent en France et qui voudraient venir à New York et être dans des films américains? Je pense que l'essentiel, c'est de passer un peu de temps ici, si vous pouvez, juste en tant que visiteur, en tant que bénévole, en tant que ce qui est possible. Et comme ça, tu pourras faire des connexions, tu pourras te faire un réseau d'amis et de connexions, même des agents, des directeurs de casting comme moi, etc. Et comme ça, du coup, plus tard, si tu décides que tu veux vraiment venir aux États-Unis, habiter aux États-Unis, faire des projets ici, tu auras ces connexions-là. C'est exactement ce que moi j'ai fait en France, en fait. Donc, je sais que ça marche. Et je sais que c'est pour ça que j'ai toujours des amis en France. J'ai toujours des canapés à Paris où je peux dormir, etc. Donc, je pense que ça, c'est l'essentiel, en fait, parce que comme ça, plus tard, tu auras des opportunités de faire, par exemple, des pièces de théâtre ou des films qui pourront, dans l'avenir, te donner un permis. Alors, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que moi, j'aime bien que les gens se rendent compte que c'est une carrière et que c'est quelque chose qu'on construit avec le temps. C'est pas un métier. Parfois, on voit des gens, on a l'impression, nous, en tant que public qui voit un film ou une série, que c'est la première fois qu'on voit ces gens-là et qui sont devenus des stars avec un film ou quoi. Alors qu'en général, ce sont des gens qui ont travaillé déjà depuis des années, qui avaient des petits rôles et que nous, on ne voyait pas vraiment dans les films ou quoi. Et tout d'un coup, ils ont un rôle principal et nous, on a l'impression que c'est du jour au lendemain, mais en fait, ça fait des années qu'ils construisent une Ouais, carrière. ça fait peut-être 20 ans, 10 ans au moins. C'est ça. Même quand ce sont des jeunes, parce que ici, aux États-Unis, les acteurs, ils commencent parfois quand ils sont bébés à être acteurs. Ah oui, ça, c'est l'autre différence, en fait. Ouais. Ça, c'est l'autre grosse différence. Et donc, du coup, on ne peut pas se comparer, nous qui sommes européens, parce que le système du cinéma est un petit peu différent. Et donc, il faut être patient et il faut apprendre à se dire que c'est une carrière vraiment qu'on construit avec le temps, quoi. Et ça prend beaucoup de temps en plus. Oui, c'est vrai. Faut pas devenir découragé, si c'est possible. Je voulais te demander à toi, quels sont tes projets pour le moment? Sur quoi est-ce que tu es en train de travailler? Qu'est-ce qui va sortir bientôt? Tout ça. Vas-y, fais ta pub. J'ai envie de savoir ce qui se passe. Alors, ma pub. Donc, là, je suis en train de faire la pré-production avec ma partenaire de production pour mon premier long métrage. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé sur les longs métrages dans le passé, mais ça, c'est le premier qui est vraiment à moi. Donc, c'est un long métrage encore bilingue. Exactement. Bilingue, français-anglais, qui s'appelle Goodbye Petrushka, au revoir Petrushka, et qui n'est pas russe, mais français-anglais, ça marche. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille de 19 ans qui passe, comme moi j'ai fait à l'époque, qui passe une année en France et qui tombe amoureuse d'un Français et qui fait un projet. Moi, je l'ai pas, moi, j'ai fait, mais bon, maintenant, c'est pas l'histoire de ma vie, moi. Donc, c'est un peu différent. Mais elle essaie d'entamer un projet artistique avec lui. Et c'est l'histoire de comment ça se passe. Écoute, je te souhaite beaucoup de succès avec ce projet-là. Merci. Et puis évidemment, j'invite tout le monde à venir te suivre sur les réseaux sociaux, à regarder tous les projets, à suivre tous les projets de ce que tu fais. Je vais évidemment mettre dans la description tous les liens pour que vous puissiez aller suivre Nicolas. Et puis, merci beaucoup d'être venu et d'avoir merci à toi. partagé tout ça. C'était vraiment super intéressant. Et je suis très contente qu'on ait pu se rencontrer parce que c'est la première fois qu'on se rencontre en fait. Bah, moi aussi, hein. On garde le contact, ça c'est sûr. Ah bon? Ok, super. Mais merci à tous d'avoir regardé. Inscrivez-vous à ma chaîne, mettez un petit like si vous avez aimé la vidéo. Évidemment, partagez la vidéo avec tous les gens que vous connaissez. Et puis, si vous avez aussi envie de devenir acteur, eh bien, je vous invite à visiter mon site sur www.actriceahollywood.com. Et puis, on vous fait des gros bisous. À bientôt.